Bonjour, donc nous allons aborder aujourd'hui une notion que l'on a vue extrêmement rapidement l'année dernière, quasiment uniquement par sa définition, qui est la notion d'exergie et qui va nous permettre d'étudier les systèmes non plus sous un point de vue uniquement du premier principe, mais sous un point de vue qui combine à la fois le premier et le second principe de la thermodynamique. Alors si on revient aux bases du premier principe et qu'on étudie un système quelconque, par exemple un cycle thermodynamique, on peut définir par rapport à ce système un certain nombre d'énergies qui vont entrer dans le système et un certain nombre d'énergies qui vont sortir de ce système. Donc je rappelle la façon de quantifier les énergies qu'on adopte dans ce cours, c'est qu'on compte positivement une énergie qui rentre et on compte négativement une énergie qui effectivement sort du système. Donc ici, les flèches que l'on a représentées représentent le sens réel de circulation de la chaleur ou du travail et sont des grandeurs absolues, les valeurs En ici que l'on a écrites. Donc ces formes d'énergie entrantes et ou sortantes peuvent être soit du travail, soit de la chaleur. Ça, vous l'avez largement vu l'année dernière. Et si on applique le premier principe de la thermodynamique sur ce genre de système, en régime permanent, entre un instant initial et un instant final, eh bien, si l'énergie interne contenue dans notre système sur cet intervalle de temps n'a pas varié, eh bien, globalement, la somme de toutes les énergies entrantes est égale à la somme de toutes les énergies sortantes. C'est ce que nous explique le premier principe. Ici, on a représenté un système avec une seule énergie entrante, mais il peut y en avoir n, et un système avec 3 énergies sortantes, mais il peut y en avoir n. Donc ça, c'est le premier principe qui nous le dit. Ensuite, pour définir pour quantifier les performances d'un système, on se réfère en général à la notion de rendement. Donc ce rendement, on le calcule différemment en fonction de ce qu'on étudie. Et c'est quelque chose qui est souvent assez mal maîtrisé par les étudiants. En fait, on définit un rendement non pas comme l'énergie qui sort sur l'énergie qui rentre. C'est souvent quelque chose que vous avez en tête, mais c'est faux. En fait, un rendement, on le définit par rapport à l'énergie qui est réellement utile à l'utilisateur du système énergétique qu'on considère. Donc ce système a été conçu pour produire quelque chose, et c'est ce quelque chose utile qui va nous servir. Il y a potentiellement aussi d'autres énergies qui vont sortir du système, mais celles-là ne sont pas considérées, ne sont pas prises en compte dans la notion de rendement. Et on définit comme énergie au dénominateur l'énergie qui va être payante pour l'utilisateur, donc celle pour laquelle il va devoir acheter par exemple un combustible ou bien payer du travail de circulation de pompe, etc., etc. Et donc le rendement, il va être défini comme l'énergie utile, réellement utile produite par le système, sur l'énergie réellement payante pour l'utilisateur du système. Et ces énergies, donc ici je rappelle qu'elles sont les valeurs En ici sont des valeurs absolues. Ces énergies ne sont pas toujours quelque chose qui sort au numérateur et quelque chose qui rentre au dénominateur. Typiquement, dans le cas de la pompe à chaleur, on peut avoir au numérateur une énergie utile qui peut être soit du froid produit, donc une énergie entrante de notre système, soit de la chaleur produite, donc une énergie sortante de notre système sur cette énergie au numérateur. Donc bien retenir que le rendement d'un point de vue du premier principe, c'est l'énergie réellement utile sur l'énergie payante pour l'utilisateur. Il peut y avoir d'autres énergies qui rentrent et d'autres énergies qui sortent qui ne sont pas prises en compte dans cette notion de rendement. Donc ça, c'est d'un point de vue du premier principe, la définition d'un rendement d'un système. Mais ce qui va nous intéresser maintenant va prendre en compte ce que ne prend pas en compte le premier principe, qui est la forme énergétique des différents types d'énergie que l'on peut soit consommer, soit utiliser.
En effet, les énergies qu'on appelle énergies primaires, qui sont les sources énergétiques telles qu'on les définit souvent, sont des différentes formes et vont permettre de produire plus ou moins facilement les formes énergétiques qui vont être les formes énergétiques réellement utiles à l'homme. Donc les énergies primaires peuvent être classées suivant différents types de catégories. On peut les classer sous forme d'énergie renouvelable ou non renouvelable. On peut les classer sous les formes d'énergie qui produisent du CO2 ou n'en produisent pas, etc., etc. Et donc vous avez largement les connaissances sur ce domaine-là, je ne vais pas y revenir. Par contre, ce qui va nous intéresser ici, c'est la façon de passer de ces énergies donc primaires, là ici vous en avez un certain nombre, c'est peut-être pas forcément exhaustif, aux énergies qui sont ici appelées nobles ou réellement utiles, qui sont les formes énergétiques réellement nécessaires à l'homme. Et donc ces formes énergétiques sont un nombre finalement relativement limité. Donc c'est l'énergie lumineuse, lorsque l'énergie solaire directe n'est plus suffisante à un instant donné ou en un lieu donné. C'est l'énergie mécanique qui va permettre de faciliter la tâche ou d'augmenter les performances de l'homme s'il ne disposait pas de ces énergies mécaniques-là. Donc typiquement cette énergie mécanique il y a quelques décennies était fournie par des animaux, des chevaux, des bœufs, etc. Maintenant dans les sociétés occidentales on utilise principalement des cycles énergétiques pour nous fournir ces énergies mécaniques qui nous sont nécessaires. Et également l'énergie thermique, une forme énergétique utilisés directement, par exemple pour chauffer nos aliments. Et pourquoi est-ce qu'on chauffe nos aliments? Pour pouvoir les assimiler plus facilement une fois qu'on les a mangés, ou ça peut être effectivement de la chaleur qu'on produit à l'intérieur d'un bâtiment pour être en situation de confort. Mais entre les énergies primaires et les énergies réellement utiles à l'homme, on retrouve souvent un certain nombre d'intermédiaires énergétiques qui peuvent être de différentes formes, et en particulier l'énergie électrique ici, l'énergie électrique qui souvent dans l'inconscient collectif est considérée comme une source d'énergétique, mais vous savez à votre niveau que cette énergie électrique n'est pas une source mais un vecteur énergétique et qu'on l'utilise toujours indirectement, hein. L'énergie électrique en tant que telle, c'est pas une énergie utile non plus, puisque l'énergie électrique qui circule dans un système, on ne peut pas l'utiliser directement, nous, en tant qu'être humain. On l'utilise parce qu'on la transforme en les différentes formes d'énergie qui nous intéressent. Et donc, cette forme énergétique, elle, n'est pas prise en compte dans le premier principe, parce que typiquement, le premier principe va quantifier de façon homogène, sous forme de joules, toutes les formes énergétiques que l'on peut imaginer. Donc, il va falloir, pour pouvoir justement différencier les performances de tel ou tel système et l'utilité de telle ou telle forme énergétique, différencier justement ces différentes qualités. Alors, pour quelles raisons? Eh bien parce que typiquement pour passer d'une énergie primaire à une énergie réellement utile, on a ce qu'on appelle un certain nombre de cascades énergétiques et un certain nombre de transformations d'une forme énergétique à une autre, et ces transformations sont plus ou moins directes. Donc, par exemple, si vous avez comme ressource l'énergie éolienne ou l'énergie hydraulique, on peut la transformer directement par l'intermédiaire d'une turbine en énergie mécanique. Et cette énergie mécanique au niveau de la turbine, on peut s'en servir directement. C'était le cas des moulins dans l'ancien temps, enfin, c'est toujours le cas des moulins d'ailleurs. Donc on s'en sert après pour broyer différents aliments par exemple. Ou alors, c'est souvent le cas à l'heure actuelle, par exemple dans une éolienne ou dans une hydrolienne, et bien cette énergie mécanique qui est fournie à la turbine, on peut la transformer en énergie électrique dans un alternateur.
Par contre, si vous passez par d'autres énergies primaires, donc celles qui sont référencées ici, énergie solaire, énergie fossile par exemple, eh bien, on peut les transformer en énergie thermique. Et typiquement, l'énergie géothermique, on ne peut pas directement en faire de l'énergie mécanique. Donc, on a une première transformation énergétique pour produire de l'énergie thermique. Cette énergie thermique peut être directement utilisable. Ça peut être l'énergie thermique qu'on retrouve ici. Donc typiquement, dans une cheminée, on brûle de la biomasse pour chauffer un bâtiment. Donc c'est directement un passage d'ici à là, par l'intermédiaire du phénomène de combustion. Mais cette énergie thermique, souvent, effectivement, au niveau des centrales électriques, on en produit de l'énergie mécanique, par l'intermédiaire d'un cycle thermo, un cycle moteur. On y reviendra plus tard d'ailleurs. Et on peut encore soit utiliser directement cette énergie mécanique, soit en produire de l'énergie électrique par l'intermédiaire d'un alternateur, etc., etc., etc. Ce qui est important de voir ici, c'est qu'à chaque transformation d'une forme énergétique à une autre, eh bien, il intervient la notion de rendement. Et finalement, la transformation d'une forme énergétique à une autre en tant que telle fait intervenir un rendement, mais ce qu'il est important de considérer maintenant à notre niveau, ce n'est pas uniquement le rendement d'une partie de la cascade énergétique, mais le rendement global de la cascade énergétique et l'utilité ou non de passer par tel et tel intermédiaire énergétique et de passer par tel et tel intermédiaire ou de tel et tel vecteur énergétique. Puisqu'à chaque fois, on a des pertes. Donc ce qu'on appelle pertes ici à la source froide, c'est des pertes vers l'ambiant. Donc typiquement l'énergie électrique, c'est une énergie qui est extrêmement utilisée, par exemple en France, de par des raisons socio-politico-économiques et historiques maintenant. Et ce qu'on peut en conclure, ou ce qu'on peut en extraire, c'est que c'est peut-être pas toujours la meilleure façon de passer des énergies primaires aux énergies utiles, puisque l'on voit que lorsqu'on veut forcément passer par l'énergie électrique, eh bien, on a une cascade qui peut être parfois étrangement ou inutilement longue. On voit aussi que pour passer d'une forme d'énergie primaire à une autre forme, par exemple ici à l'énergie électrique, on peut avoir différentes façons, différents parcours possibles. Donc par exemple sur la ressource énergétique solaire, on peut la transformer en énergie thermique par l'intermédiaire d'un capteur solaire thermique, puis en énergie mécanique, par l'intermédiaire d'un cycle, puis cette énergie mécanique est transformée en énergie électrique par l'intermédiaire d'un alternateur, mais on peut aussi, à partir de cette énergie solaire, fournir directement ou produire directement de l'énergie électrique par l'intermédiaire du phénomène photovoltaïque. Et cette énergie solaire peut être directement utilisée parce que c'est de l'énergie lumineuse directe, donc sans aucune transformation, et bien, chaque jour, à l'extérieur, cette énergie solaire, c'est de l'énergie réellement utile, puisque c'est aussi de l'énergie lumineuse. De la même façon, la biomasse, on peut la brûler, et cette combustion produit de l'énergie thermique qu'on peut utiliser de différentes façons, ou bien cette biomasse, on peut en produire directement de l'énergie électrique, c'est ce qui se passe dans les piles à combustible. Donc il est important de voir comment on passe d'une énergie à une autre, quelle est la longueur du parcours, quel est le rendement de chaque transformation. Et pour pouvoir considérer donc l'ensemble de ces différentes étapes, eh bien, la notion que l'on va voir aujourd'hui, la notion d'exergie, va être particulièrement utile. Alors, commençons notre analyse sur deux exemples simples que vous connaissez, de cycles ou de phénomènes physiques thermodynamiques. Donc le phénomène qui se déroule dans une centrale thermique et d'autre part le principe d'un chauffage électrique. Donc dans le premier cas, l'énergie payante ou l'énergie
fourni au système pour permettre son fonctionnement, c'est de la chaleur à haute température, par exemple ici 1800 Kelvin. En effet, donc nombreuses centrales thermiques fonctionnent à partir de combustion ou à partir de réactions nucléaires à haute température. À partir de cette chaleur fournie au cycle thermodynamique, qui est un cycle moteur dans ce cas, on a deux formes d'énergie sortante, des rejets thermiques à une température plus basse que la température de la source chaude, et de l'électricité d'autre part. Parmi ces deux énergies sortantes du système, on a une énergie utile qui est l'électricité, puisque l'objectif de ces centrales thermiques, c'est de produire de l'électricité, et qu'en général, l'énergie thermique qui est rejetée à plus basse température n'est pas valorisée, à part dans certains cas particuliers de cogénération, mais que nous ne verrons pas dans cet exemple. Dans le deuxième cas, l'énergie qui rentre dans le système chauffage, c'est de l'électricité, qui pourrait être par exemple produite par les centrales thermiques qu'on a vu juste avant. Et là, on a une seule entrée et une seule sortie à notre système, puisque la seule sortie du système chauffage électrique, c'est de la chaleur à basse température qui est produite pour réchauffer l'habitat, par exemple. Donc, dans ce cas, l'énergie entrante, c'est l'énergie payante, c'est l'électricité, et l'énergie utile, c'est la seule énergie sortante, c'est la chaleur qui a été produite à partir d'électricité par le phénomène d'effet Joule. Et du coup, les rendements de ces deux systèmes sont définis à partir de ces énergies payées et ces énergies utiles. Donc, dans le cas de la centrale thermique, on a le rapport quantité d'électricité sur quantité de chaleur. Et dans le cas du chauffage, c'est quantité de chaleur sur quantité d'électricité. Les ordres de grandeur de ces rendements, vous les connaissez. Donc dans le cas d'une centrale thermique, on a des rendements de conversion de l'ordre de 30 à 45% en fonction du cycle, en fonction des conditions de fonctionnement. Alors que dans le cas du chauffage électrique, on a un rendement quasiment de 1 ou de 1, puisqu'effectivement l'ensemble de l'électricité consommée dans la résistance est transformée en chaleur. Donc ces ordres de grandeur, vous les connaissez. Et là, a priori, quand on regarde en fonction du premier principe ces deux systèmes, on a l'impression que le chauffage électrique, c'est extrêmement performant par rapport à la centrale thermique qui, elle, est beaucoup moins efficace. Ce qu'il faut prendre en compte, cependant, avant de pouvoir conclure sur tel ou tel système et avant de pouvoir les comparer, c'est non seulement la quantité d'énergie qui a été mise en jeu, quantité d'énergie qu'on peut quantifier en joules, que ce soit du travail ou de la chaleur ou de l'électricité, etc. Mais au-delà de cette quantité, il faut prendre en compte la qualité de l'énergie qui est mise en jeu, puisque typiquement de la chaleur à 1800 Kelvin n'a pas la même qualité que de la chaleur à 30 degrés, et que cette chaleur, qu'elle soit à 1800 ou à 30 degrés, elle n'a pas la même qualité que l'électricité non plus, ou qu'une énergie mécanique non plus. Et par l'intermédiaire de cette qualité d'une forme énergétique, on va pouvoir définir des rendements qu'on va appeler rendement exergétique ou rendement second principe, qui vont définir de façon plus globale l'efficacité d'un système. En effet, en fonction de la forme énergétique qu'on considère, ici vous avez encore d'autres exemples, on va plus ou moins facilement pouvoir passer d'une forme énergétique à une autre. Et typiquement, nous en tant qu'êtres humains, on n'est pas intéressé par toutes les formes énergétiques. Donc, il va falloir déterminer, à partir d'une forme énergétique donnée, comment est-ce qu'on peut la transformer en quelque chose qui nous intéresse réellement. Par exemple, dans le cas de la transformation énergie fossile-chaleur, on passe par un phénomène de combustion, et ce phénomène a un rendement qui va dépendre à la fois de la qualité de l'énergie fossile qu'on considère et de la qualité de la chaleur qu'on veut produire. Également, en fonction du rendement, à partir de l'énergie type énergie solaire,
On peut soit, dans un capteur solaire thermique, produire de la chaleur, et en fonction du type de capteur solaire thermique, cette chaleur n'aura pas la même température. Ou on peut produire dans un capteur photovoltaïque directement de l'électricité, ou à partir de végétaux, produire de la biomasse. Donc l'énergie solaire est transformée en biomasse par l'ensemble des végétaux terrestres. Et c'est la même chose pour d'autres types de transformations. Et on sait qu'en fonction de ce qu'on a au départ et en fonction de ce qu'on a à la fin, eh bien, on ne va pas aussi facilement, ou toujours aussi facilement, pouvoir faire la transformation pour obtenir ce que l'on veut. Donc, le principe d'exergie qu'on va voir en détail dans la suite va nous permettre de prendre en compte, au-delà du premier principe et donc de la quantité d'énergie, la qualité et donc la forme énergétique qui nous intéresse. Alors, un autre exemple à propos de ces formes énergétiques et de ces transformations, si on considère un système qui est constitué par 1 litre d'essence entouré d'air, dans des proportions stoichiométriques ou non, qui sont à l'instant initial à une température T0, et que ce système est transformé par l'intermédiaire du processus de combustion, du phénomène de combustion, eh bien on obtient en système final ou en type d'énergie ou en forme énergétique à la fin, un mélange de gaz brûlé à une température supérieure à la température T0 que l'on avait initialement. Et donc vous imaginez bien qu'en fonction de la forme énergétique, donc que l'on ait 1 litre d'essence plus de l'air ou que l'on ait un mélange de gaz brûlé à une température plus élevée, eh bien le potentiel d'utilisation de l'une ou de l'autre des formes énergétiques n'est pas du tout la même. On sait évidemment instinctivement qu'à partir d'1 litre d'essence et d'air, on peut, en fonction du phénomène que l'on utilise, que ce soit la combustion ou que ce soit des réactions chimiques différentes ou que ce soit par l'intermédiaire de piles à combustible, etc., on a beaucoup plus de possibilités d'utiliser cette forme énergétique-là que cette forme énergétique-là à partir de laquelle on ne peut pas vraiment faire beaucoup de choses et on a forcément moins de potentiel d'utilisation. Et ceci est lié au fait que entre ce que l'on avait au début et ce que l'on a à la fin, eh bien, il y a eu un processus qui va forcément être irréversible dans la vraie vie. Et par conséquent, ces irréversibilités ont détruit une partie de la qualité de ce que l'on avait au début. Donc d'un point de vue du premier principe, ce qu'on a au début et ce qu'on a à la fin, si on n'a pas de perte de chaleur vers l'extérieur, eh ben, c'est la même chose, c'est la même quantité d'énergie. Mais comme la forme est différente, eh bien, ce concept d'exergie, que l'on va détailler maintenant, va nous permettre de quantifier. Alors ça va vraiment être des calculs quantifiés, ça ne va pas être juste de dire on a l'impression que ceci est de meilleure qualité que d'autres, mais va nous permettre de quantifier à la fois la quantité et la qualité d'une forme énergétique. Et cette exergie qui existait au début dans le système n'existe plus dans le système à la fin. Et cette exergie a été en partie donc transférée de l'état initial et l'état final, parce que on a quand même une température qui augmente, donc on a transformé une forme d'exergie plutôt chimique en une forme d'exergie plutôt chaleur. Et par contre, cette exergie peut également être détruite, puisque on n'a pas autant de qualité à la fin qu'au début. La définition exacte de l'exergie, c'est la quantité de travail maximale qu'une transformation, qu'une machine thermique idéale peut fournir dans le cas réversible, donc dans le cas idéal, en présence d'un milieu ambiant donné. Donc à partir d'une source énergétique quelconque, on peut imaginer un cycle idéal. A priori, dans le cas d'un moteur, c'est souvent le moteur de Carnot, et qu'à partir de cette source énergétique-là, de cette forme énergétique-là, on peut calculer quel travail maximum on aurait dans le cas d'une transformation parfaite. Donc l'exergie, c'est
cette quantité de travail maximum que n'importe quelle forme d'énergie peut produire. On peut imaginer qu'une quantité de chaleur peut fournir du travail par l'intermédiaire d'un cycle de Carnot. Eh bien, la quantité de travail que cette quantité de chaleur pourrait produire idéalement, c'est son exergie. De la même façon, une énergie sous forme chimique, donc le litre d'essence dont on vient de parler, peut produire du travail, peut produire par exemple de l'électricité si on utilise une pile à combustible. Mais l'exergie qui est contenue dans cette forme d'énergie chimique, on peut la quantifier à partir d'un cycle parfaitement idéal et parfaitement théorique. Donc le complémentaire de l'exergie, dans une quantité d'énergie donnée, donc on a de l'exergie, c'est le travail qu'on pourrait en sortir, et le complémentaire s'appelle l'énergie. Et pour n'importe quel type de procédé ou cycle thermodynamique, on va pouvoir ainsi définir ce que l'on appelle le rendement exergétique, qui est défini par le rapport du travail réellement fourni par un cycle, qui est forcément non idéal, par rapport au travail maximal possible, donc qui serait celui fourni par la machine parfaite, sans irréversibilité. Donc vous voyez que cette notion d'exergie va faire le lien entre le premier et le second principe, puisqu'on considère à la fois la quantité mais aussi la qualité de l'énergie, et va pouvoir quantifier de façon assez parlante la notion d'irréversibilité, puisque quand l'exergie est détruite, c'est que forcément il y a des irréversibilités dans le processus derrière. Alors pour faire les calculs exergétiques, il faut savoir quantifier la qualité de telle ou telle forme énergétique et donc quantifier l'exergie contenue dans telle ou telle quantité d'énergie. Du coup, on différencie les formes énergétiques en fonction de leur qualité exergétique. Et typiquement, il y a certaines formes énergétiques qui sont ce qu'on appelle de l'exergie pure. Donc c'est ce que j'ai indiqué là. On a vu que la définition de l'exergie, c'était la quantité de travail maximale que peut produire une forme énergétique. Donc si on a à la base déjà du travail, eh bien, effectivement, c'est de l'exergie pure. Et ce qu'on peut appeler indice exergétique, qui est la quantité d'exergie sur la quantité d'énergie, et cet indice varie de 0 à 100%, et bien dans ce cas-là, le travail, effectivement, c'est 100% d'exergie. De la même façon, énergie cinétique, potentielle ou électrique sont transformables en travail avec des rendements idéaux de 100% et sont donc des exergies pures. Donc énergie mécanique, 100% d'exergie, énergie électrique, 100% d'exergie. Par contre, l'énergie thermique, par exemple, n'est pas de l'exergie pure. Et donc si on a une quantité d'énergie thermique, représentée ici dans ce diagramme oignon par la même surface que cette quantité d'énergie mécanique, et bien dans cette quantité d'énergie thermique, on a une part d'énergie et une part d'exergie. Et en fonction de la température à laquelle cette énergie thermique est disponible, eh bien on n'a pas la même proportion d'exergie à l'intérieur, pas le même contenu exergétique. Plus généralement ici, vous avez d'autres formes énergétiques illustrées. L'énergie chimique, souvent, a un indice exergétique relativement élevé, de même que l'énergie nucléaire et la ressource énergétique solaire. Par contre, l'énergie thermique, elle, peut présenter des indices exergétiques relativement faibles. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, le calcul de l'exergie contenue dans une quantité de chaleur, par définition, c'est la part utilisable pour produire du travail de cette quantité de chaleur. Et elle va dépendre d'autre chose que de sa température propre, mais elle va dépendre également de la température du milieu ambiant. Donc T ici est la température à laquelle la quantité de chaleur est présente, et T0 c'est la température du milieu ambiant. Et pourquoi est-ce que la
qualité et donc l'exergie contenue de la quantité de chaleur dépend de ces deux paramètres? Eh bien parce que le cycle idéal de production de travail à partir d'une quantité de chaleur, c'est le cycle de Carnot qu'on a déjà vu en rappel dans ce cours. Et on a vu ensemble que ce cycle idéal de Carnot a pour rendement 1 moins la température de la source froide sur la température de la source chaude. Donc si on dispose d'une quantité d'énergie à une température donnée T, et que a priori on est dans un environnement à une température T0 qui est différente, alors on peut toujours imaginer de constituer un moteur de Carnot entre cette source de chaleur à température T et l'ambiance. Et par conséquent, le rendement du cycle correspondant, c'est 1 moins T froid sur T chaud, donc c'est 1 moins T0 sur T, dans notre cas ici. Et donc la quantité d'exergie contenue dans une quantité d'énergie Q, c'est ce qu'on appelle le facteur de Carnot, 1 moins T0 sur T fois cette quantité d'énergie chaleur. Et le complémentaire, c'est ce qu'on appelle l'énergie qu'on a vu juste avant. Donc une quantité de chaleur Q ici se sépare en deux parties, l'exergie d'une part et l'énergie d'autre part, comme toutes les formes énergétiques, dans une proportion qui peut varier en fonction de sa qualité. Alors, l'exergie contenue dans des sources au puits de chaleur peut être représentée dans ce diagramme ici, facteur de Carnot en fonction de la température de la chaleur que l'on considère. Donc ce facteur de Carnot, on vient de le voir, hein, c'est 1 moins T0 sur T avec T0, la température ambiante. Donc sur ce diagramme, on a supposé que la température T0 était de 20 degrés Celsius. Et donc on voit plusieurs choses sur ce graphique. Donc la première chose, c'est que si on a une chaleur à une température proche de la température ambiante, eh bien sa qualité tend vers 0. Puisque à partir de chaleur à température proche de l'ambiance, on ne peut pas en faire grand-chose. On va difficilement faire avancer une voiture si on a de la chaleur à 30 degrés Celsius, puisque le rendement d'un cycle thermodynamique, même idéal, entre cette source et une température ambiante de 20 degrés, serait très très faible. Donc, plus on s'éloigne de la température ambiante, plus la qualité de la chaleur est importante. Et donc, si on s'éloigne en augmentant la température de la source chaude, eh bien, l'exergie contenue dans cette source chaude va tendre vers 100%, lentement, mais donc, on va augmenter la proportion d'exergie contenue dans notre chaleur lorsque sa température va augmenter. Et c'est ce qu'on retrouve sur ces deux exemples ici. À 400 Kelvin, eh bien, on a à peu près un facteur de Carnot de l'ordre du tiers. Et par conséquent, une certaine quantité Q d'énergie contiendrait un tiers d'exergie et 2 tiers d'énergie. Alors que si la même quantité de chaleur Q était disponible à 1300 Kelvin cette fois-ci, eh bien le facteur de Carnot correspondant serait de l'ordre de 80%, et par conséquent, cette quantité de chaleur contiendrait 80% d'exergie et 20% d'énergie. Un autre point intéressant sur ce graphique, c'est ce qui se passe lorsque la température tend vers 0. Et ce que l'on observe, c'est que du coup, l'exergie contenue dans cette quantité de chaleur Q tendrait vers l'infini. Et cela se rapproche de la notion que vous avez vue l'année dernière, qui est l'idée que le 0 Kelvin, on ne peut pas l'atteindre. Le 0 absolu, on ne peut pas l'atteindre, puisque la qualité de l'énergie correspondante serait une qualité infinie. Donc il faudrait infiniment d'énergie pour pouvoir tendre vers le 0 Kelvin. Donc dans notre monde tristement fini, eh bien, on ne pourra pas l'atteindre.
Et ce calcul-là, cette notion d'infini, on le retrouve sur la valeur absolue du facteur de Carnot, hein, qui tend effectivement vers plus l'infini lorsque t tend vers 0. Dans les calculs exergétiques, et de façon plus générale que ce que l'on vient de voir, lorsque l'on a un fluide ou lorsque l'on a un système donné, pour calculer son exergie, on utilise différentes équations, différentes expressions. Donc dans le cas d'un système fermé, on va raisonner typiquement sur les énergies internes. Donc l'exergie d'un système fermé est définie en fonction de son énergie interne, de son volume et de son entropie. Et ces trois grandeurs sont à rapporter de l'énergie interne, de la pression du volume, de la température et de l'entropie d'un système de référence considéré à l'équilibre avec l'environnement. De la même façon, dans le cas d'une exergie circulante, c'est-à-dire d'un fluide par exemple qui circule, eh bien, on va cette fois-ci plutôt se ramener à des notions d'enthalpie, hein, c'est ce qu'on avait vu sur le premier principe. Dans le cas des systèmes fermés, on raisonne beaucoup sur l'énergie interne. Dans le cas des systèmes ouverts, on raisonne beaucoup sur l'enthalpie. Dans le cas des exergies circulantes, eh bien, l'exergie d'un fluide qui circule est de la forme H moins T0S. Et c'est dans cette expression que l'on voit apparaître donc T0, la température du milieu ambiant. Et donc on a vu juste avant qu'effectivement, cet équilibre avec le milieu ambiant va influencer la qualité de telle ou telle énergie dont on peut disposer. Alors pour illustrer ces exemples de calcul exergétique, on va revenir au cas que l'on a traité au tout début de ce cours d'un point de vue du premier principe. Et cette fois-ci, on va les aborder d'un point de vue un peu plus général, un peu plus global, d'un point de vue exergétique. Donc le premier exemple que l'on avait vu, c'était l'exemple de la centrale thermique. Et on va essayer de calculer son efficacité exergétique. Donc le principe de la centrale thermique, c'est que l'on dispose de chaleur, que l'on avait supposé nous à 1800 Kelvin, et cette centrale rejette de la chaleur vers une source froide et produit de l'électricité qui est son énergie utile. On a vu que le rendement, premier principe, le rendement énergétique de cette centrale, c'était l'énergie utile sur l'énergie payée, donc le travail fourni sous forme électrique sur la chaleur utilisée à 1800 Kelvin, et que l'ordre de grandeur de ces rendements était d'à peu près un tiers. Si on aborde ça d'un point de vue exergétique, on va définir également le rendement exergétique, mais qui va être cette fois-ci l'exergie utile produite sur l'exergie utile payée. Et dans ce cas, l'exergie utile produite, eh bien, c'est l'électricité, c'est le travail fourni par la centrale, divisé par l'exergie consommée, c'est l'exergie de la quantité de chaleur que l'on a consommée. Et on vient de voir quelques slides avant que l'exergie d'une quantité de chaleur, c'est cette quantité de chaleur fois le facteur de Carnot, 1 moins T0 sur T. Dans notre cas, si on calcule ce facteur de Carnot, la température ambiante, on la suppose encore à 20 degrés Celsius, et la température T, on la connaît à 1800 Kelvin. Dans ce cas-là, le facteur de Carnot est à peu près de 83%. Et par conséquent, le rendement exergétique de ma centrale, c'est W sur Q, à peu près un tiers, divisé par le facteur de Carnot, divisé par 0,83, et on trouve un rendement exergétique de 0,39 pour cette centrale. Donc je m'arrête quelques instants sur cette valeur qui est intéressante puisque l'on voit que le rendement exergétique de la centrale est plus important que son rendement énergétique. Alors cela illustre le fait que la qualité de l'énergie qu'on paye est plus faible que la qualité de l'énergie qu'on produit. L'énergie qu'on paye et qu'on consomme, c'est de la chaleur, donc avec un facteur exergétique inférieur à 100%, hein, on vient de faire les calculs tout à l'heure, alors que l'électricité, c'est de l'exergie pure et donc de qualité plus importante que la chaleur qu'on avait au début. Donc cette centrale électrique, elle va avoir un rendement énergétique faible, donc
à partir d'une certaine quantité d'énergie, on ne produit pas 100% d'énergie utile. Par contre, l'énergie qu'on va produire va être de meilleure qualité, donc de contenu exergétique plus important que ce qu'on avait au début. Et donc, le rendement exergétique est effectivement plus important que le rendement exergétique de ces centrales. Si vous avez compris ce que je viens de faire et la démarche que je viens d'appliquer pour le calcul des rendements sur cet exemple de centrale, eh bien, je vous laisse maintenant appliquer la même démarche sur le deuxième exemple que l'on a vu tout à l'heure, l'exemple du chauffage électrique. Et donc on a vu que les rendements énergétiques des chauffages électriques étaient de l'ordre de 100%, étaient de 100%, de l'ordre de 1. Et je vous demande maintenant, dans l'application, de calculer le rendement exergétique de ces chauffages, en supposant qu'effectivement la chaleur produite est à 313 Kelvin et que la température ambiante est à la même valeur que dans l'exemple précédent, à 20 degrés Celsius. Donc la valeur, je ne vais pas vous la donner, je vais juste commenter la valeur que l'on va trouver. Et donc vous allez voir que les rendements exergétiques de ces chauffages électriques sont extrêmement faibles. Et cela va à l'encontre, effectivement, de la valeur de 100% que l'on trouve sur les rendements énergétiques. Et pour quelle raison? Eh bien parce que dans le cas du chauffage électrique, c'est l'inverse de ce qu'on a dans le cas d'une centrale. On prend de l'exergie pure, donc de l'électricité, et on la transforme en chaleur à une température qui finalement est très proche de la température ambiante. Donc quand on chauffe un bâtiment, l'exergie contenue dans l'air du bâtiment est relativement limitée puisque à température très proche de la température extérieure, à maximum à quelques dizaines de Kelvin près. Donc finalement, dans un chauffage électrique, on va dégrader la qualité de l'énergie que l'on avait au début. Et c'est l'inverse de ce que l'on fait dans une centrale thermique. Donc attention, lorsque l'on vous dit le chauffage électrique, c'est génial parce qu'il a une efficacité de 100%, certes, mais cette efficacité de 100%, elle est un peu à courte vue puisqu'elle ne tient pas compte de la qualité de la forme énergétique qui nous intéresse et elle ne tient pas compte du fait qu'on a énormément d'irréversibilité thermodynamique dans ce phénomène et dans ces effets Joule. Donc ça va un petit peu à l'encontre, effectivement, de certaines pubs qu'on peut voir, mais le chauffage électrique, c'est pas du tout la panacée universelle et c'est pas parce que son rendement énergétique est de 100% que c'est quelque chose d'intéressant d'un point de vue global et d'un point de vue environnemental. D'autres exemples de process extrêmes, qui sont cette fois-ci à rendement exergétique nul, eh bien c'est des freins, par exemple. Donc dans un vélo ou dans une voiture, on a une certaine quantité d'énergie mécanique sous forme d'énergie cinétique. On a vu que l'énergie cinétique, c'était de l'exergie pure. Et lorsque l'on freine, eh bien, on transforme cette énergie cinétique en un échauffement des freins. Et si on attend que ces freins refroidissent, eh bien, on perd toute l'exergie que l'on avait initialement. On fait disparaître cette exergie. On la détruit. Comme on l'a vu au début du cours, l'exergie peut être détruite. En effet, ces process de frottement et de transfert de chaleur sont des procédés qui créent beaucoup d'irréversibilité. De la même façon, le radiateur électrique, donc on vient de le voir, si on attend, on fait chauffer une pièce avec un radiateur électrique, déjà on perd beaucoup de l'exergie qu'on avait initialement dans notre électricité, et si on attend ensuite, une fois qu'on a éteint le radiateur, que tout se mette à l'équilibre, eh bien, la température de la pièce va tendre vers la température extérieure, et par conséquent on aura perdu toute l'exergie qu'on avait initialement. Autre exemple, la détente de Joule-Thomson, qui est une détente qui crée énormément d'irréversibilité. Et dans ce cadre-là, effectivement, les rendements exergétiques sont nuls.
Pour finir ce cours sur l'exergie, donc j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de ce concept et de ce qu'il représente. Et bien, je vous laisse faire la deuxième application qui est l'étude d'un échangeur de chaleur. Donc dans cet échangeur de chaleur, on dispose d'un fluide qui passe de 214 degrés Celsius à 30 degrés Celsius. Donc c'est de l'air chaud qui refroidit. Et on s'en sert pour réchauffer de l'eau, typiquement pour prendre une douche. Donc ça va être l'utilité de cet échangeur, ça va être de produire de l'eau chaude à 45 degrés à partir d'une eau que j'ai à 15 degrés Celsius initialement. Tout ça se place dans une ambiance à 15 degrés Celsius et je vais supposer cet échangeur adiabatique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune perte de chaleur vers l'extérieur. L'ensemble de l'énergie fournie par le fluide chaud est récupérée par le fluide froid. Néanmoins, un échangeur comme ça, même s'il a une efficacité, un rendement énergétique de 100%, vous allez voir que son rendement exergétique est différent. Donc bon calcul et puis à bientôt.